L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, disait l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Vous l'aurez plus ou moins compris, nous parlerons d'éducation ce matin ou, si vous voulez, d'école au moment où s'annoncent les vacances scolaires et les examens de fin d'année. Comment aider les enfants à se préparer pour les examens de fin d'année? Comment faire passer des vacances saines aux enfants? C'est un peu tout le sens de cette émission avec pour inviter Madame Eboulé Paul Ginette Akouba. Elle est directrice des études au groupe scolaire Les Lauréats d'Or. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'année scolaire 2021-2022 tire à sa fin. Comment l'avez-vous trouvé dans l'ensemble? Eh bien, dans l'ensemble, l'année scolaire 2021-2022 s'est passée sans incident majeur, à partir des recommandations du ministère de l'Éducation nationale et de toutes les séances de sensibilisation qu'il y a pu avoir dans la politique de l'Éducation nationale et de notre ministre, Madame Marietou Cognier. On a pu arriver quand même à passer une très très belle année scolaire que nous espérons finir tout aussi bien et en beauté. Alors, très belle année scolaire, vous le dites. Est-ce que vous voulez nous signifier que l'année scolaire s'est déroulée conformément au thème qui a été choisi cette année, à savoir soyons des citoyens responsables pour une école de qualité? Est-ce que vous voulez nous dire que vraiment les différents acteurs ont été des citoyens modèles? En fait, tout à fait. Les acteurs ont été cette année des citoyens modèles. Ils ont été responsables de leurs actions. La preuve, cette année, vous n'avez pas vu de départ anticipé, surtout dans la zone de Cocody et les zones environnantes. Mais il y a eu quand même des départs anticipés, des congés anticipés dans certaines localités du pays. Dans certaines localités du pays, ma foi, on ne peut pas faire l'unanimité partout. Mais on se dit sur une échelle de 1000, si on a eu peut-être 3% de soucis ailleurs, je pense que les 97% méritent d'être applaudis parce qu'habituellement, on a 85% de troubles et les 15 autres pourcents de calme. Mais là, très vite, dès la rentrée, avec le thème de l'année, de responsabiliser les enfants face aux différentes situations qu'ils traversent, les enfants vraiment ont pris à pied d'œuvre ce thème-là et ils ont travaillé. Ils ont fait des sensibilisations et on a des lycées même qui ont créé des télévisions de sensibilisation. Il y a eu des journées sportives un peu partout. On a eu des activités inter-écoles et c'était très bien. Alors quand vous dites que c'était très bien, est-ce que ce sont les élèves qui ont pris conscience, qui ont changé, ou bien ce sont les encadreurs, les éducateurs, les instituteurs qui ont travaillé plus cette année? Ben, tout le monde a travaillé. Tout le monde a travaillé. Tant les encadreurs, les éducateurs, la hiérarchie et tous les services centraux ont œuvré pour que cette responsabilité soit vraiment acquise par les apprenants. Parce qu'en tant que responsable, on a le devoir d'emmener nos enfants à devenir des êtres plus consciencieux, plus sérieux, plus matures. Et dans cette politique-là, tout le monde avait dans sa matrice d'action des activités qui emmenaient l'apprenant à se responsabiliser, tout en respectant le thème et puis en se l'appropriant. Le faisant, ça nous a beaucoup aidé. Alors, bientôt, ce sont les examens de fin d'année avec le CEP, le BEPC et le bac. Alors, que représentent ces différents examens pour les élèves? Alors, à toutes les échelles, ces différents examens représentent des choses très importantes. Déjà, aux tout petits qui, pendant longtemps, ont été couvés et qui, aujourd'hui, entendent dire on est en CM2, on a le CPE, c'est spécial, on quitte le monde des petits pour arriver chez les grands, il y a une forte émotion, il y a beaucoup de joie en eux. Et vraiment, c'est extraordinaire de les voir pressés d'être en tenue du secondaire. Donc, ça fait plaisir. Et donc, ils sont très heureux et ils sont
un peu aussi stressée pour ceux qui ne connaissent pas. Quand je vais arriver chez les grands, ça va être comment? Et ceux qui ont envie d'être assez grands, assez tôt grands, ils sont fatigués de porter les culottes, ils veulent venir. Et c'est tout ce mélange-là qui fait la spécificité des tout petits. Cependant, pour les élèves de troisième, là c'est autre chose parce qu'ils deviennent adultes, jeunes adultes. Donc ils quittent le BEPC pour aller. Et avec les nouvelles mesures, on a été un peu dur avec eux pour leur spécifier que les coefficients sont plus 1 partout, mais les coefficients changent. Étant donné que ça change, il y a une difficulté, il faut qu'ils travaillent. Et c'est là-bas qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de difficultés. Pour le bac, bien évidemment, comme ils seront à l'université, et c'est le premier diplôme universitaire, c'est beaucoup plus sélectif, beaucoup plus contraignant, beaucoup plus stressant, et le stress est hyper élevé dans ces domaines-là. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des coefficients. On précise que ça a été rétabli cette année. Dans le passé, ça n'existait pas. C'est cette année que ça a été rétabli. En plus de cela, on a eu la dictée. On a également aussi l'évaluation des établissements privés. Ce sont des décisions qui ont été, je l'ai dit, instaurées cette année. Comment vous l'avez accueilli à votre niveau? Ben, à notre niveau, moi personnellement, je l'ai accueilli de façon mitigée. D'abord parce que je me suis dit que on avait déjà un problème avec les coefficients. C'est pour ça qu'on a voulu faire un partout pour éviter que les enfants privilégient des matières à d'autres. Cependant, on a dit que ces 1 aussi avait affaibli le niveau des enfants qui donnaient plus de valeur à d'autres matières et non pas aux matières spécifiques qu'on voudrait. Et on revient sur les coefficients. Est-ce que ça ne va pas nous ramener un jour à vouloir retourner sur le point des coefficients 1 partout? Cela dit, c'est bien aussi, c'est challenger pour nous parce que ça nous permet de travailler avec les élèves, de revoir un peu les méthodes qu'on a avec les élèves, de fournir beaucoup plus d'efforts dans les matières spécifiques désormais. Et ce qu'on constate, c'est que les élèves sont en train de délaisser les autres matières parce qu'on est focalisé sur ces matières qui leur permettraient d'avoir le BEPC tout en ayant un très bon niveau. Alors, on peut dire que c'est un peu l'impact que cette décision a eu sur l'école cette année. Oui, oui, au niveau des troisièmes. Et malheureusement, les enfants ont encore dans la tête que c'est les coefficients 1. Peut-être qu'il va falloir, quand ils veulent faire des sensibilisations, on l'a fait, mais peut-être que lorsqu'ils ils verront les résultats, ils comprendront que ça a changé. Parce que là, par exemple, ceux qui étaient forts en art ou en EPS, en épreuve sportive, là, aujourd'hui, bien qu'ils aient de bonnes moyennes, ça ne joue pas vraiment sur le total de leur moyenne. Alors, vous qui êtes toujours au contact des élèves, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est avantageux pour l'école, le fait de doubler les coefficients? Vous dites que c'est une décision mitigée à votre niveau. Pour vous, le juste, c'est quoi? Le juste serait peut-être d'appliquer 1+1 sur les matières spécifiques, c'est-à-dire 2 en français au lieu de 4, 2 en mathématiques, en anglais, en physique, chimie, et puis le reste 1. De sorte que l'enfant qui est littéraire, ça se dessine très rapidement. Alors que 4 en coefficient en français et 3 en maths, s'il est scientifique, on pourrait croire qu'avec une bonne note de littérature, qu'il est littéraire. Donc il y a tout ça aussi qui joue. Alors, Madame la directrice, je parlais tout à l'heure des examens de fin d'année. Comment justement on doit préparer ces examens pour que à la fin on soit parmi les gagnants, les vainqueurs? Alors, on a le CEPE, on a oui, le BEPC, on a le bac. Alors pour tous ces examens, il y a une chose qui est très importante, c'est de ne pas communiquer à nos enfants le stress qu'on a. Parce que ce qui augmente le stress des enfants, c'est le stress du parent. Alors, comment on communique le stress à son enfant? On communique le stress à son enfant parce qu'on essaie de le rappeler.
Papi, tu n'as pas révisé, tu sais que tu as le CPE cette année, hein? Tu es en classe d'examen. Papi, tu n'as pas révisé, tu sais que tu as le CPE, c'est une classe d'examen. On est terminal pareil. Et on ne fait que leur répéter cela. Donc du coup, ils sont effrayés. Ils se disent, mais quelle est cette classe où je suis? Et tout le temps, on me rappelle la spécificité. C'est vrai, c'est une spécificité, mais on pourrait plutôt le faire autrement. Il faut réviser. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? L'accompagner. Parce que l'enfant est oppressé, il est désorienté, il est acculé, il ne se retrouve pas. On lui demande la concentration qu'il ne sait même pas comment faire pour l'avoir. Et nous-mêmes, on ne donne pas les solutions. Donc avant de porter une critique à notre enfant, il faudrait qu'en tant que parents, on ait la solution qui accompagne la critique que nous apportons, de sorte à orienter positivement l'enfant et à diminuer son stress. Alors, vous dites de ne pas ressasser à tout moment l'examen à son enfant, mais le parent qui ne le fait pas, on dira qu'il n'est pas soucieux de la réussite de son enfant, ou bien est-ce qu'il y a une fréquence pour rappeler à son enfant qu'il a un examen à préparer, à passer à la fin de l'année? Alors, tout à fait. Je pense qu'il y a une préparation à avoir. Et la préparation, c'est dès la rentrée. La rentrée, quand on part acheter les fournitures de l'enfant, on lui dit « Waouh, tu as grandi, mon garçon. Aujourd'hui, tu es en CM2. En CM2, il y a un examen à la fin de l'année. Donc, ce qui va dire que tu vas faire un peu plus d'efforts que d'habitude. Et ces efforts-là, il faut qu'on puisse voir ensemble comment est-ce qu'on va faire. Est-ce que tu as des soucis? L'enfant peut poser la question, quand on dit plus d'efforts, c'est quoi maman? Ben, ça veut dire que tu vas devoir faire des exercices. Au lieu d'un, on va faire 2 exercices. Tu vas devoir faire attention aux cours, écouter davantage et venir dire quand on ne comprend pas. Surtout, inciter l'enfant à venir dire quand il ne comprend pas. Parce qu'on a tendance à féliciter celui qui fait bien et rabrouer celui qui fait mal, si bien que quand l'enfant ne comprend pas, il se dit qu'il n'a pas le droit de venir dire qu'il ne comprend pas, sinon il n'aura pas de valeur aux yeux de ses parents. Il y a tout de suite un blocage. Voilà, il y a un blocage. Et c'est ce blocage-là qu'on doit enlever dès la rentrée, quand on va acheter. On dit à l'enfant, écoute, on va acheter tes fournitures, tu vas faire les cours, mais dès que tu ne comprends pas un cours, tu nous dis, on va travailler ensemble. L'enfant, il sait que travailler avec papa et maman, c'est pas aisé. Parce que c'est des cris, c'est des taloches, c'est des violences parfois. Donc, on signe un contrat avec son enfant. On va travailler ensemble. Je sais, je crie trop. Parce que quand tu ne comprends pas, ça m'énerve. Mais je te fais la promesse de ne plus crier. Cependant, tu devras me dire pour que je vois comment t'aider. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas être rigoureux avec l'enfant dans la préparation de l'examen? Ah ben si, le faisant, ça ne dit pas qu'on n'est pas rigoureux. On est rigoureux parce qu'il y a un contrat. Une fois qu'il y a un contrat, c'est une rigueur. C'est-à-dire, je fais ma part et tu fais ta part. Ta part, c'est de me dire quand ça n'a pas marché. Je viens, tu as eu 0 à 1 devoir, mais tu ne me le caches pas. Tu viens me le montrer. Peut-être qu'à ce moment, je n'étais pas très présente parce que j'étais en mission. Je n'étais pas très présente parce que j'avais des problèmes psychologiques personnels. Donc, je n'ai pas eu le temps de mieux m'occuper de toi. Mais bon, au lieu de te crier dessus, le contrat dit que je ne dois pas te crier dessus, mais je dois t'aider à réussir. Alors, je m'assois, je regarde avec toi les difficultés que tu as et ensemble, on va essayer de faire l'exercice. Si je ne comprends pas les exercices, je fais appel à un professionnel qui va m'aider ou bien à un parent qui comprend mieux et qui va m'aider. Moi, je suis littéraire. Mon frère est scientifique. Ben, si on arrive sur des exercices de mathématiques... On fait appel à celui qui est scientifique. Voilà, qui viennent expliquer et montrer même à l'enfant que je ne comprends pas les maths comme lui. Au moins, il n'est pas complexé. Parce que ça veut dire que c'est normal de ne pas comprendre. Or, souvent, les parents donnent l'impression d'être super-héros. Ils disent, moi, à ton âge, oh là là, j'avais 17 partout, je travaillais, c'est facile. Papa vient m'expliquer, papa n'a pas le temps. Ah non, j'ai un journal à présenter, ta mère va le faire. Alors que peut-être papa ne comprenait pas. Il vient, il regarde, oh là là, c'est compliqué, hein. Oh, mais non, vous êtes très très fort, hein. Oh là, ça, je ne comprends pas. Je pense qu'on va avoir un professeur qui va t'expliquer et puis moi aussi, je vais en profiter. Et puis suivre.
être auprès de l'enfant quand il est en train de faire son travail, c'est très important. Alors ça, c'est pour les parents qui sont allés à l'école comme vous, qui ont un niveau d'études un peu intéressant. Et pour nos mamans, nos papas qui sont à jamais quelque part au marché, qui n'ont jamais été sur un banc d'école, comment ils font avec leurs enfants? Est-ce qu'ils doivent avoir recours à des répétiteurs ou ils font comment? Alors, à l'ancienne méthode, la plupart des parents que nous avons n'étaient pas intellectuelle. C'est ça. Moi, la mienne, ma mère, elle ne l'est pas. Mais quand même, elle a réussi à m'imposer cette rigueur de travail. Comment? L'enfant rentre, on discute avec l'enfant. Ah, c'était comment à l'école? C'était bien. Le maître a donné un exercice? Oui. Ou bien non. Bon, s'il n'a pas donné, ok. Il y a le grand frère qui est là. On appelle le grand frère. Brahima, viens, tu vas regarder. Est-ce qu'il n'a pas d'exercice? Tu regardes, et puis on nous faisait suivre toujours par des aînés qui eux, travaillaient déjà bien. Dans le quartier, on avait toujours un grand frère, une grande sœur qui était très brillante dans une matière qu'on appelait avant. On n'avait même pas le système des répétiteurs. On ne payait pas, c'était gratuit. Donc, à ces parents-là, je leur demanderais de continuer parce qu'il n'y a pas meilleur parent que celui qui n'est pas allé à l'école, mais qui pousse son enfant à aller plus loin. Jusqu'à ce qu'il réussisse. Oui, il trouve des techniques pour suivre cet enfant. Et on va voir beaucoup de nos ministres, beaucoup de nos cadres de ce pays ont des mamans analphabètes, mais qui les ont poussés. Et ces méthodes-là, c'est de suivre. Tout ce qu'il faut, c'est de suivre, c'est d'accompagner, c'est d'aider. D'accord. On a remarqué aussi qu'à l'approche des examens, c'est en ce moment que l'élève intensifie la bosse, on fait les décapis, on ne dort presque pas. Est-ce que c'est la bonne méthode? Dormir, ne pas dormir, intensifier la bosse à 1 mois, 2 semaines, 3 semaines des examens. Est-ce que c'est pas en ce moment qu'il faut un peu se reposer ou bien... Alors, je pourrais dire que chaque corps a sa méthode. C'est-à-dire que depuis qu'on est dans l'éducation, on est dans l'école, notre corps a pris une habitude. Il y a des élèves qui préfèrent dormir jusqu'à 20 heures, se lever, travailler jusqu'à minuit, se recoucher. Il y en a qui travaillent dès qu'ils arrivent, ils prennent le temps de se détendre avant d'aller faire les exercices. Mais après 22 heures, ils n'arrivent pas à retenir. Ceux-là se réveillent peut-être des fois à 5 heures du matin pour réviser. Ah, moi, je faisais partie de ces personnes-là. Quand moi, j'étais encore à l'école, je me réveillais à 1 heure, 2 heures pour bosser parce que j'estimais qu'en ce moment, tout était calme. Donc, c'était propice pour bien bosser. Bon, ça, c'était ma méthode. Voilà, donc chacun a sa méthode. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a l'habitude de se réveiller à 1 heure de dormir à 1 heure, alors que c'est là où toutes ses capacités sont au maximum de rétention. Donc, à celui-là, on va veiller à ce que ce petit somme qu'il a avant 1 heure, qu'il le respecte. Quand il finit, qu'il ait toujours ce petit somme-là aussi après et qu'il ait encore une sieste. Par contre, celui qui ne peut pas étudier au-delà de 22 heures, on ne va pas l'obliger à étudier au-delà de 22 heures parce qu'il sera assis, mais son âme ne sera pas là et ça va servir à rien. Donc, il faudrait suivre le corps, l'attitude de chaque enfant face à ces réalités, mais l'accompagner. Maintenant, si on constate que l'enfant n'aime pas travailler du tout, il a horreur réviser, là maintenant, on va travailler avec lui. Et le parent qui soit intellectuel ou pas, devra emmener l'enfant à travailler, c'est-à-dire parler à son enfant. Ah, tu as révisé? Il faut faire un peu de lecture. Prends 30 minutes. La maman est assise à côté, elle fait semblant de tricoter, ou bien de trier le riz, ou bien de faire une activité, et elle suit la petite, ou bien elle suit le garçon. Si ça ne va pas, tu ne veux pas appeler l'enfant du voisin à côté là pour t'expliquer, à chaque fois créer cette situation pour assurer. Mais il ne faut pas laisser l'enfant comme ça. Il faut que l'enfant révise, il trouve son moyen. Moi, étudiante, la meilleure heure que j'avais pour étudier, c'était 5 heures. 5 heures. Et 5 heures du matin, tout ce que j'apprenais me restait et me reste jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne savais pas étudier à 1 heure du matin. Et c'est à 22 heures, je dois être au lit. Et donc, à chaque corps,
ces C'est ça. habitudes. Alors, il y a aussi des élèves qui se plaignent du fait que leurs parents ne leur donnent pas assez de temps pour réviser leurs cours à l'approche des examens. Maman est toujours en train de dire à sa fille, faut faire ceci, il faut faire cela. Papa aussi, pareil. Ça fait que l'enfant n'a pas assez de temps pour bosser, pour étudier. Alors, à ces parents-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, je voudrais leur dire du calme. On se calme. C'est pourquoi je dis, le premier stress de l'élève, c'est le parent. Le parent est tellement stressé par l'approche. Il se dit, les résultats de ma vie sont les résultats de cet enfant-là. Et on a le regard de la société sur nous, qui va dire, mais est-ce que j'ai suivi correctement cet enfant? Je dis aux parents du calme. Chaque enfant est fait à sa façon. Lors des examens, il ne faut pas avoir peur de dire à son enfant, tu sais, même si tu échoues, on pourra toujours faire mieux la prochaine fois. On ne dit pas tu vas échouer, mais l'échec est possible, il faut l'accepter. Et tu vas aller de l'avant. Fais ton possible. Tu le mets, vous mettez même à faire du sport avec l'enfant. C'est des activités de détente qu'il faut pour le parent et l'enfant. Créer ces moments-là. Ah, le week-end, on va faire un peu de marche. Le week-end, on va aller faire un peu de Zumba. Le week-end, on va aller faire un peu de piscine. On essaie de voir quelles sont les activités qu'on peut avoir avec les enfants, mais les activités de détente pour travailler sur les difficultés, pour travailler sur la désorientation, pour travailler sur l'embarras, pour travailler sur la peur de l'enfant. Donc, nous-mêmes, quand on crée ces difficultés, cette situation de relaxation, ça nous permet d'aider l'enfant à avoir de l'assurance et trouver les méthodes pour affronter ses peurs. Alors, d'accord, Madame la directrice, on va progresser un peu dans cette émission. Après les examens, on va assister aux vacances scolaires qui ont déjà commencé pour certains élèves, surtout ceux des classes intermédiaires. Alors, les vacances, comment elles doivent être appréhendées par l'élève et le parent? Alors, les vacances, c'est une question d'organisation. C'est une question de projet d'éducation. L'enfant que j'ai, quel est le projet d'éducation que j'ai pour lui? À partir du projet d'éducation que j'ai pour l'enfant, comment j'organise à la réalisation et à la concrétisation de ces objectifs-là? Mon enfant, je le veux sérieux et loin des vices de la société, quand on sait que les vices aussi nous entourent tous les jours. Et je sais mes occupations et le temps imparti que je donne aux enfants. Alors, dans la journée, avant de partir, avant de commencer les vacances, je peux demander à mes enfants, qu'est-ce que vous voulez faire les vacances? Ils écrivent sur un bout de papier. Écrivez et puis on va voir qu'est-ce qui est faisable. Déjà, vous emmenez l'enfant à voir comment lui-même il se projette dans ces vacances-là. Et quand on voit la projection qu'il fait, est-ce que cette projection est en adéquation avec le projet d'éducation que j'ai pour l'enfant? Si c'est en adéquation, on inscrit. Si ce n'est pas en adéquation, on va négocier. Pas dire qu'on n'a pas de rigueur, on négocie. Pourquoi? Parce que la rébellion d'un enfant vient du fait qu'il refuse ce qui lui est donné pour les vacances. Donc, on va négocier avec l'enfant. Ah ben, tu as demandé un voyage je dirais aux États-Unis. Aux États-Unis, à Dubaï. À Dubaï. À New York. À New York. Bon, c'est les États-Unis. Je n'ai pas l'argent pour ça, ma fille ou mon fils. Cependant, je pourrais t'emmener chez une tante qui est à Abidjan, qui est très bien, qui répond au projet d'éducation que j'ai pour mes enfants. Là-bas, tu feras de belles découvertes. Tu vas faire une semaine là-bas. Et puis après 2 semaines, on va aller ici, dans telle région de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire regorge de belles régions. C'est ça. Je veux que les Ivoiriens comprennent que les vacances, ce n'est pas forcément à l'étranger. On a de très beaux sites ici qu'on peut visiter et qui peuvent apporter une ouverture d'esprit à nos enfants, de la culture à nos enfants. On va aller visiter ceci. Et quand on va les visiter, vous, le père, la mère et les enfants, vous êtes là-bas sur ce site. Ne serait-ce que pour 4 jours même, ça fait du bien. Quand vous revenez, vous trouvez maintenant des petites choses pour les garçons, le football, pour les filles, le tricot, la danse, mais quelque chose qui les intéresse, qui les occupe sainement pour leur éviter
de rentrer dans les vices de la Alors, société. si on vous comprend, pendant ces vacances, non, pendant les vacances, il faut se détendre, mais il faut aussi apprendre pour l'année scolaire qui va commencer bientôt. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Il faut apprendre parce que quand on va dans les vacances, on doit faire des mots fléchés. Ça éduque à l'apprentissage des synonymies. On va faire des mots cachés. Et ça éduque aussi à l'observation, à la concentration. Ces petits documents de jeu qu'on néglige, avant on l'avait dans Fratmat, ce sont des choses qui fortifient l'âme de l'enfant, qui font travailler le cerveau de l'enfant et qui emmènent l'enfant à découvrir et à apprendre. Et quand on est bloqué, on a le Scrabble qu'on peut jouer en famille, on a le tarot qu'on peut jouer en famille, on a tellement de jeux de société qu'on peut jouer en famille. C'est le moment de les sortir. Mais il faudrait que ça soit des jeux éducatifs. Bien sûr, des jeux éducatifs. Des jeux éducatifs, tout en créant des soirées où on se lâche aussi. Hein, parce que c'est vrai, très sérieux, on peut faire une soirée karaoké à la maison. On met le karaoké, on a des karaokés qui nous fabriquent des box sur le sol, on fait la danse en groupe, il y a le groupe des filles, il y a le groupe des garçons, c'est très hilarant et ça fait de belles vacances. On n'est pas allé loin, on a occupé sainement nos enfants et voilà. D'accord, merci beaucoup, Madame Eboulé Paul Ginette Akouba. Je précise que vous êtes directrice des études au groupe scolaire Les Lauréats. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tous ces conseils à l'endroit des parents, des élèves pour des vacances saines et puis des examens réussis. Merci infiniment à vous de votre présence. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre édition de l'émission L'invité de l'Intelligente TV. À très bientôt. Au revoir.